Bonjour et bienvenue. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, on continue notre exploration à partir des documents qu'on a. Exactement. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans les différentes formes de pollution. L'eau, le sol, l'air et même les ondes électromagnétiques. Hmm. Et surtout, on va essayer de voir comment tout ça est lié, ou semble lié en tout cas, à notre santé via ce qu'on appelle le stress oxydatif. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que disent nos sources là-dessus, sur les menaces, les mécanismes. Oui. Et c'est fondamental de comprendre ces liens pour saisir un peu les enjeux actuels, ceux que décrivent bien les textes. C'est clair. Les chiffres, bon, ils sont parfois vertigineux, mais au-delà des chiffres bruts, ce sont les mécanismes qui sont à la fois fascinants et assez inquiétants. Commençons par l'eau, si vous voulez bien. Les sources citent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, On parle de millions de décès par an, c'est énorme, liés directement à l'eau polluée et des milliards de personnes sans accès à une hygiène de base. c'est ça, ça touche tout le monde. Mais comme souvent, ce sont les plus vulnérables qui trinquent le plus. Et les rapports de l'ONU pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine sont alarmants, d'après les textes. Effectivement. Et les causes, elles sont multiples. D'abord l'industrie, évidemment. Mhm. Les rejets chimiques, parfois c'est accidentel, une marée noire par exemple, Oui. mais souvent c'est chronique, les métaux lourds, le chrome, le plomb, le mercure. On a des exemples précis dans les sources comme, Les pâtes à papier, je crois. voilà, les pâtes à papier avec le mercure, le chlore, ou les forages en Inde qui libèrent de l'arsenic, via des bactéries en fait. Incroyable. Sans parler des décharges sauvages en Afrique notamment, bourrées d'hydrocarbures, de batteries. Et l'agriculture, dans tout ça, les textes insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, l'agriculture est présentée comme la principale responsable. Elle consomme genre 70% de l'eau douce. Ah oui, quand même. Énorme. Et le problème, ce sont les produits chimiques, les engrais, les pesticides, qui finissent dans l'eau. Avec quelles conséquences? Par exemple, la prolifération d'algues toxiques. Ça arrive quand il y a trop de nitrates, de phosphates, ça étouffe tout. Et ça a un impact économique aussi, j'imagine. Tourisme, pêche. Bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'élevage, avec les excréments. Et puis l'irrigation, qui épuise les nappes phréatiques. Et ça affecte même la fertilité des sols. 94% seraient touchés d'après une des sources. Et ça m'amène à un point clé mentionné dans les documents, la bioaccumulation. Tout à fait. C'est un concept important. En gros, si je résume l'idée, une petite pollution au départ, elle s'accumule à chaque étage de la chaîne alimentaire. C'est exactement ça. Une plante absorbe un peu de toxique, mettons du DDT ou un métal lourd. Ok. L'herbivore qui la mange concentre ce toxique. Le carnivore qui mange l'herbivore, il concentre encore 10 fois plus peut-être. Et ainsi de suite. Voilà, et au sommet de la chaîne, souvent c'est nous, ou les grands prédateurs. On peut se retrouver avec des concentrations 100 fois, 1000 fois supérieures à la dose initiale dans l'environnement. C'est un effet boule de neige, comme vous disiez. Et les chiffres sur la consommation d'eau pour la nourriture sont d'ailleurs assez parlants. 5000 litres d'eau pour 1 kilo de riz, plus de 40 000 pour 1 kilo de viande. Ça donne une idée de l'empreinte. Oui, c'est colossal. Et cette bioaccumulation, on la retrouve en mer, bien sûr. Les gros poissons carnassiers, thon, espadons. D'ailleurs, les textes pointent aussi du doigt l'aquiculture. Apparemment, beaucoup de sites ne traitent pas leurs rejets. Ah bon? Oui, et ils utiliseraient des produits pas très sympathiques. Antiseptiques, comme le formol, des antibiotiques, comme la fluméquine. D'accord. Parlons un peu du plastique maintenant. Les chiffres donnés dans les sources sont fous. Ah oui, 8,3 milliards de tonnes produites en 60 ans. C'est difficile à imaginer. Et 500 milliards de bouteilles plastiques par an, chaque année. Voilà, l'image du sixième continent de déchets. Cette espèce de soupe de plastique dans les océans, elle est très forte. Et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est l'impact sur la faune. Les poissons qui avalent des milliers de microparticules de plastique chaque année. Oui, et ça, évidemment, ça remonte aussi la chaîne alimentaire. Vers nous. On lit qu'il y a quelques lueurs d'espoir, des recherches sur une bactérie, Idonella sacchaensis, ou une larve, Galeria melenella. Oui, qui pourrait manger certains plastiques. C'est intéressant pour le futur, mais Mais le problème immédiat, c'est la quantité énorme qui est déjà là. La collecte, le traitement. exactement, le défi est colossal. Bon, après l'eau et la mer, passons au sol. C'est la base de tout, non? Absolument. On oublie souvent leur importance vitale. Ils produisent notre nourriture, filtrent notre eau, stockent du carbone, abritent une biodiversité incroyable. C'est vraiment une interface clé. Et pourtant, les sources alertent sur une dégradation massive.
causés par l'homme, évidemment. L'agriculture intensive, l'industrie, l'urbanisation. Oui, Et un sol, ça ne se régénère pas comme ça. C'est considéré comme non renouvelable à notre échelle de temps. tout à fait. Les facteurs de dégradation sont nombreux. Le béton qui recouvre tout, l'érosion, la pollution par les métaux lourds, les pesticides, la monoculture qui épuise. Ouais, la perte de matière organique, l'humus, la compaction par les machines, l'acidification. La liste est longue. Et l'alerte est mondiale. Les chiffres cités font état de 75% des sols dégradés en 2018, et ça pourrait monter à 90% d'ici 2050 si rien ne change. Il y a cette citation assez forte du microbiologiste Claude Bourguignon rapportée dans les textes. Ah oui, l'agriculture moderne tue les sols. C'est direct. Ça résume bien l'idée que la mécanisation à outrance et la chimie, eh bien, ça détruit toute la vie microscopique essentielle à la fertilité. C'est ça. Les vers de terre, les bactéries, les champignons, tout cet écosystème vital est mis à mal. Et pour l'air, on en parle beaucoup, surtout dans les îles. Oui, la pollution atmosphérique urbaine. Les transports, l'industrie, la production d'énergie, tout ça libère des particules fines, crée le smog. Et l'OMS, encore elle, la classe comme le risque environnemental numéro 1 pour la santé. Oui, les chiffres sont terribles. 7 millions de morts par an dans le monde, dont 600 000 enfants. C'est En vraiment- France aussi, c'est lourd. Plus de 50 000 morts par an, un coût estimé à 100 milliards d'euros. Et on parle de milliers de molécules nocives. Les COV, composés organiques volatiles, les fluorures, les impacts sont connus. Cancer, maladies respiratoires, problèmes de peau, irritation des yeux. Sans oublier bien sûr les gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote, qui sont amplifiés par ces activités. Exactement. Et là encore, l'agriculture joue un rôle non négligeable. Les engrais azotés pour le N2O, les ruminants pour le méthane, les moteurs agricoles. Et puis, il y a un autre type de pollution, plus insidieux peut-être mentionné aussi, les pollutions électromagnétiques. Oui, alors là, on distingue les sources naturelles, comme le champ magnétique terrestre, et puis tout ce qu'on a ajouté nous-mêmes. C'est énorme. Satellites, antennes relais, Wi-Fi partout, nos téléphones. Voilà. Les effets sur la santé. C'est plus controversé. On parle de maux de tête, fatigue, troubles du sommeil, mais c'est souvent difficile à prouver. Il y a 10 ans, des intérêts économiques en jeu. Des lobbies, oui. Mais le CRIC, le Centre international de recherche sur le cancer, les a quand même classés peut-être cancérogènes dans le groupe 2B. C'est ça. Ce qui justifie pour certains l'application du principe de précaution, même si ce n'est pas systématique. Bon, on a fait un tour d'horizon assez complet de ces différentes pollutions. Ce qui ressort de tout ça est que les sources martèlent, c'est ce lien de plus en plus évident entre notre environnement, qui est quand même pas mal malmené. C'est moins qu'on puisse dire. Et l'augmentation spectaculaire des maladies chroniques. Cancer, maladies neurodégénératives, auto-immunes, on parle même d'un déclin du thymus lié à l'immunité. Oui. Et au cœur de ce lien, au niveau de nos cellules, il y a ce concept clé, le stress oxydatif. Voilà, le stress oxydatif, pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que c'est, d'après les textes? Alors, pour faire simple, le stress oxydatif, c'est un déséquilibre. Imaginez une balance dans nos cellules. D'un côté, vous avez des molécules un peu agressives, les fameux radicaux libres. Mhm. On en produit naturellement, c'est normal, ça fait partie du métabolisme, mais leur production peut devenir excessive à cause de facteurs externes, comme les pollutions dont on vient de parler. D'accord, et de l'autre côté de la balance? De l'autre côté, il y a nos systèmes de défense, les antioxydants. Quand les radicaux libres deviennent trop nombreux ou que nos défenses sont dépassées, eh bien, la balance penche. Et ça fait quoi concrètement, ce déséquilibre? Ça cause des dommages, un peu comme la rouille sur du métal. Ça attaque les composants de nos cellules, les lipides des membranes, les protéines, et même notre ADN et notre ARN. La guanine, une des bases de l'ADN, serait particulièrement sensible. Ça peut même influencer l'épigénétique, la méthylation de l'ADN, d'après ce que j'ai lu. Tout à fait. Ça peut modifier l'expression de nos gènes. Et puis, ça entraîne l'accumulation de déchets cellulaires, comme des protéines oxydées qui forment des agrégats, la lipofuscine, ou les plaques qu'on voit dans les maladies neurodégénératives, et la peroxydation des lipides, qui abîment les membranes cellulaires. Et ces radicaux libres en excès, ils viennent d'où, principalement? Le métabolisme normal, mais aussi, Mais aussi. Et c'est là que le lien avec l'environnement est fort. en toutes les pollutions qu'on a citées, une alimentation déséquilibrée, le manque ou au contraire l'excès d'exercice physique, les températures extrêmes, le manque de sommeil, le stress psychologique. Beaucoup de facteurs externes. Quels sont les signes qui pourraient indiquer qu'on est en état de stress oxydatif chronique?
Mais les signes décrits sont souvent peu spécifiques au début, hein. Une fatigue chronique qui ne s'explique pas, des troubles de la mémoire ou de la concentration, des problèmes de sommeil, une sensibilité accrue, des douleurs diffuses, de l'inflammation. En gros, ça accélère le vieillissement. C'est vu comme ça, oui. Un accélérateur du vieillissement à tous les niveaux. Et c'est lié, ou en tout cas impliqué comme facteur aggravant, dans énormément de maladies chroniques. Lesquels, par exemple? Alzheimer, Parkinson, le cerveau est particulièrement vulnérable au stress oxydatif. Les maladies cardiovasculaires, notamment via l'oxydation du mauvais cholestérol, le LDL, le diabète, même les infections comme le VIH, la grippe, l'hépatite C, car ça affaiblit les défenses immunitaires. Et les cancers? Oui, les cancers aussi. Le stress oxydatif peut jouer un rôle à la fois dans l'initiation, en abîmant l'ADN, mais aussi dans la promotion de la croissance tumorale. C'est complexe. D'accord. C'est assez préoccupant. Alors face à ça, quelles pistes les sources évoquent-elles? Que peut-on faire? Logiquement, il y a deux grands axes. Oui. D'abord, essayer de réduire l'exposition. Limiter le contact avec les polluants, les toxines, gérer le stress, améliorer son alimentation, bref, réduire les sources externes de radicaux libres. Logique. Et le deuxième axe? C'est de renforcer nos défenses internes, apporter à notre corps ce dont il a besoin pour neutraliser ces radicaux libres, les fameux antioxydants. On les trouve où, ces antioxydants? Principalement dans l'alimentation, mais on peut aussi utiliser des compléments alimentaires. D'ailleurs, une mise en garde est faite sur les cures détox ou les régimes drastiques non encadrés. Ah oui, c'est important. Parfois, en voulant nettoyer trop vite, on peut relarguer massivement des toxines qui étaient stockées dans les graisses. Et ça peut surcharger l'organisme. Il faut être prudent. Revenons aux antioxydants. Quels sont les plus importants? Alors, il y a ceux que notre corps fabrique lui-même, les endogènes. Le plus connu est le glutathion. Il y a aussi des enzymes comme la SOD, superoxyde dismutase. Et ceux qu'on doit apporter de l'extérieur, les exogènes. Voilà. Ce sont surtout les vitamines A, C, E. Des minéraux comme le sélénium, le zinc et une grande famille de composés végétaux, les polyphénols. On les trouve dans quoi, ces polyphénols? Dans beaucoup de fruits et légumes colorés, les baies, les épices. Les sources mentionnent un indice, l'indice ORAC, pour mesurer le pouvoir antioxydant des aliments. Ah oui, avec des champignons comme le clou de girofle, l'origan, les pruneaux, les artichauts, les baies. C'est ça. Mais attention, les textes soulignent aussi que la valeur nutritive des aliments a tendance à baisser avec l'agriculture intensive. C'est le serpent qui se mord la queue. Un peu, oui, c'est pourquoi les compléments sont parfois envisagés. Des choses comme la NAC, N-acétylcystéine, qui est un précurseur du glutathion, l'acide alpha-lipoïque, la coenzyme Q10 ou le NADH sont mentionnés comme intéressants. Bon, pour résumer un peu tout ce qu'on a exploré dans ces documents aujourd'hui, Hmm. on voit vraiment une interconnexion très forte, très documentée entre toutes ces pollutions environnementales, eau, sol, air, ondes, le stress oxydatif qui en résulte au niveau de nos cellules, et puis l'émergence ou l'aggravation de nombreuses maladies chroniques. C'est exactement ça, hein. Les mécanismes sont complexes, c'est clair, mais la tendance générale décrite dans les sources elle est assez nette. C'est une vidéo assez systémique finalement. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour conclure. Je vous écoute. Si on admet que la dégradation de notre environnement extérieur de notre planète se traduit aussi directement en stress pour nos cellules, pour notre environnement intérieur, quelle révision de nos priorités, à la fois individuelles mais aussi collectives, serait vraiment nécessaire pour protéger notre santé sur le long terme, au-delà des gains immédiats ou des solutions purement techniques? C'est une excellente question. Ça ouvre la perspective, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé. Merci à vous.